C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, bonsoir, voici le sommaire. À la une de ce journal, 6 morts et plusieurs blessés graves, tel est le bilan provisoire d'un grave accident de circulation survenu en la province du Sud Kivu, dans le territoire de Kabaré. Un camion des FARDC avec à son bord des militaires et leurs épouses ainsi que des élèves s'est renversé, causant plusieurs dégâts. Le gouvernement souminois, tant attendu par les Congolais, doit faire face à plusieurs priorités qui l'attendent, entre autres la dépréciation du franc congolais qui impacte négativement sur le pouvoir d'achat. Les Congolais fondent leur espoir sur ce gouvernement pour l'amélioration de la situation socio-économique. Et puis les Sud-Africains sont appelés aux urnes ce mercredi 29 mai pour les élections législatives. De plus en plus contesté, le Congrès national africain qui dirige le pays depuis 1994 pourrait perdre sa majorité à l'Assemblée nationale pour la première fois depuis la fin de l'apartheid. Bienvenue dans ce journal. 6 morts et plusieurs blessés graves, tel est le bilan provisoire d'un grave accident de circulation survenu en la province du Sud Kivu, dans le territoire de Kabaré. Un camion des FARDC avec à son bord des militaires et leurs épouses ainsi que des élèves s'est renversé, causant plusieurs dégâts collatéraux. Les détails dans cet élément. Les faits s'y sont déroulés dans les après-midi de ce mardi 28 mai 2024 en territoire de Kabaré, en la province du Sud Kivu. Un camion de FARDC avec à son bord des militaires et leurs épouses ainsi que des élèves s'est renversé, causant plusieurs dégâts collatéraux. Selon les sources locales, des jeunes de Kavumu s'y sont mobilisés pour aller à l'enterrement d'une ancienne élève de l'Institut Chireja dont les papas est militaire. Parmi eux, il y avait plusieurs élèves de cet institut. Ils ont pris place à bord d'un camion militaire au niveau du centre de Kavumu pour aller donc à Nyamunyuni. Malheureusement, le camion a fait des tonneaux à 100 mètres du virage vers Efo Perso sur la route principale. Il y a eu plusieurs blessés et plusieurs morts. Certains blessés ont été conduits à l'hôpital général de Miti et d'autres dans des centres médicaux de Kavumu. Jusqu'à-là, le bilan exact n'est pas encore connu, mais le bilan provisoire fait état de 6 morts et plusieurs blessés graves. Les corps des blessés et ceux faisant état des morts sont acheminés dans des structures sanitaires de la place et de Bukavu pour les soins médicaux. En santé, une hausse des cas de conjonctivite est signalée dans la zone de santé d'Oicha, dans le territoire de Beni, dans la province du Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. C'est le médecin chef de staff de l'hôpital général de référence d'Oicha qui a donné l'alerte. Les personnes touchées par cette maladie virale qui ressemble à une épidémie sont appelées à se rendre à l'hôpital dès les manifestations des premiers signes. Les détails dans cet élément. La cité d'Oicha, chef-lieu du territoire de Beni, est secouée par la conjonctivite virale depuis le mois de février. C'est pendant ce mois que le premier cas a été signalé à l'hôpital de la cité, situé à 30 km de la ville de Beni. Le médecin-chef de staff de l'hôpital général de référence d'Oicha s'inquiète du taux de morbidité élevé. Nous sommes vraiment inquiets de la statistique observée actuellement à l'hôpital général. Et c'est depuis le mois de mars et même février que nous avons commencé à observer quelques cas de conjonctivite virale. Et jadis s'appelait Apollo. Et c'était d'abord 2 cas que nous avons observés dans l'hôpital, c'était au mois de février. Et en mars, on n'a pas vu des cas. Mais en avril, subitement, des coups, nous avons comptabilisé environ 26 cas qui ont été soignés chez nous. Et ce qui est curieux maintenant à mai, nous sommes actuellement aujourd'hui le 27 mai. Curieusement, nous comptons maintenant 66 cas.
Pour barrer la route à ce que certains qualifient déjà d'épidémie, la zone de santé a commencé une campagne de sensibilisation. L'objectif est d'apprendre à la population les mesures préventives et curatives. Le milieu scolaire semble des endroits propices pour la propagation du virus. L'Institut Monseigneur Kaongia est frappé de plein fouet. Plusieurs dizaines de cas de conjonctivite ont été signalés dans cet établissement. Pour le moment, nous sommes en train de traverser une grande difficulté. Et c'est une difficulté de l'épidémie, comme vous venez déjà de le dire, et c'est la conjonctivite virale. Et cette épidémie, depuis qu'elle venait de s'observer dans notre commune rurale de Oicha, elle est en train vraiment de frapper beaucoup de gens, de telle manière que même dans le milieu scolaire, précisément dans mon école où je suis le premier répondant, mes enfants sont également aussi victimes. Le docteur Nzala Kasereka de la zone de santé d'Oicha appelle la population à ne pas négliger cette maladie. Il ne faut pas vraiment prendre à la légère le problème de la conjonctivite qui a de frapper la communauté. Ça signifie quoi? Quand vous souffrez de cette conjonctivite, venez directement à l'hôpital général pour une meilleure prise en charge. Parce que le tripotage pour vos yeux, il peut vous conduire à des complications aussi graves. Il revient au ministère de la Santé de s'enquérir de la situation afin de déclarer officiellement l'épidémie de conjonctivite à Oicha. Et en santé toujours, ouverture le lundi 27 mai 2024 de la 77e Assemblée mondiale de la santé au siège des Nations Unies à Genève, un monde mobilisé pour la santé. Tel est le thème au centre de ces assises. La République démocratique du Congo a été représentée par le vice-ministre à la santé, le docteur Serge Emmanuel Olen. Suivez les propos du vice-ministre. Il y a le thème comme la couverture santé universelle. Tous les pays dans le monde sont en train de pousser à ce que l'accès aux soins ne soit pour tout le monde. Et vous le savez, dans notre pays, son Excellence, Monsieur le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a lancé depuis le 5 septembre de l'année passée le programme de la couverture santé universelle de la mère et de l'enfant. Donc le ministre Kamba a eu le privilège déjà en tant que conseiller du président d'étudier cette question pendant au moins 5 ans. Et donc son arrivée au niveau du cabinet et la mienne a pu faire que nous puissions concrétiser ce programme. Et c'est donc un thème qui est tout à fait international. Le troisième thème pour lequel on a insisté ce matin, c'est de nous laisser, toujours dans le cadre de cet accord pandémique, la possibilité de fabriquer des vaccins. Il n'est pas normal justement que tout ce que nous produisions comme échantillon de laboratoire, les gens viennent les chercher, après ils vont étudier, fabriquer des vaccins et au final, nous n'avons pas accès à ça, on nous vend même les vaccins. Vous avez vu le cas d'Ebola, grâce au professeur Mouyembe et le CDC, les États-Unis. Il y a eu des recherches qui ont été faites dans différents sites de nos villages, des prélèvements qui ont été faits qui ont permis à ce que le vaccin soit mis au point. Et donc au niveau des ministres de la Santé, nous allons discuter qui est quand même une redevabilité par rapport à toutes ces grosses firmes. Donc nous sommes en train de militer pour que nous puissions fabriquer les consommables et les produits médicaux dans nos pays. Et ça, l'OMS, mais aussi les organisations internationales comme Gavi, sont prêts à accompagner, que ce soit les privés ou le public, dans cette démarche pour que nous puissions arriver à ce fameux accord. On change de chapitre à présent. La nomination imminente du gouvernement Judith Suminwa a donné lieu lundi à l'expression des priorités qui l'attendent. En premier, la stabilisation du franc congolais, la monnaie nationale de la République démocratique du Congo, dont la dépréciation érode sensiblement le pouvoir d'achat des Congolais contactés. Merveille Louabéa. Plusieurs défis, notamment sur le plan économique, attendent Judith Suminwa Tuluka, nommée lundi 1er avril comme chef du gouvernement de la RDC. Sa nomination intervient dans un contexte économique que beaucoup d'économistes jugent instable. Selon le Fonds monétaire international, la RDC est le deuxième pays à afficher une croissance économique à 6% au sein de l'Afrique subsaharienne en 2023. Et la Commission des économiques des Nations Unies pour l'Afrique classe le pays dans le top 10 des économies africaines le plus fortes. Et la Commission des économiques des Nations Unies pour l'Afrique classe le pays dans le top des 10 économies africaines à plus forte croissance en 2024. Pour autant, ces perspectives heureuses font face à plusieurs défis, dont plus importants est celui lié à l'inflation qui est très élevée autour de 20%. Il y a donc une hausse généralisée et durable des prix des biens et des services sur le marché.
Cette situation entraîne une baisse au pouvoir d'achat du Congolais, surtout avec le franc congolais qui se déprécie face au dollar américain très utilisé dans les circuits économiques de la RDC. Un dollar vaut actuellement 2800 francs congolais à Kinshasa. En clair, avec la même somme d'argent, on achète moins d'articles qu'auparavant. Œuvrer à renverser cette conjoncture économique délicate est actuellement l'une des préoccupations majeures exprimées dans l'opinion. L'autre défi de taille serait la relance du tissu industriel comme fer de lance du développement de la RDC. Cette relance va de pair avec l'amélioration de la connectivité du pays en corrigeant le déficit infrastructure routier. Ce dernier ne favorise pas l'évacuation de production agricole excédentaire dans le Congo profond, mais aussi dans l'acheminement de produits vivriers importés. Pour la Fédération des entreprises du Congo FEC, il est surtout question de travailler à assainir le climat des affaires et mettre fin à la multiplicité des taxes dont se plaignent beaucoup d'opérateurs économiques. Et on parle justice. Dans ce journal, le ministère public a requis une peine de 20 ans de prison contre le pasteur Pierre Kasambakana, pasteur de l'église primitive en RDC, accusé de harcèlement sexuel, de mariage forcé et d'atteinte aux mœurs. Le ministère public a également demandé la fermeture de son église située sur l'avenue Kabinda dans la commune de Lingwala à Kinshasa. L'affaire a été prise en délibéré et le verdict est attendu pour le 7 juin 2024. Jocelyne Massiala pour plus de détails. Dans son réquisitoire prononcé à l'audience du lundi 27 mai 2024, le ministère public a requis une peine de 20 ans de prison à l'encontre du pasteur polygame Pierre Kasambakana, responsable de l'église primitive. Il est poursuivi notamment pour l'infraction de mariage forcé après avoir contracté un mariage avec une jeune fille nommée Mela, sa troisième épouse à ce jour. Le parquet a également demandé la fermeture de son église. Selon l'avocat de la partie civile, au-delà de cette condamnation, le pasteur Kasambakana devrait être contraint de construire un monument dans la capitale symbolisant la lutte contre le mariage forcé et la défense des droits des enfants en République démocratique du Congo. Car si le ministère public a requis 20 ans de prison en son encontre, c'est à leur demande, a-t-il éclairé. La Lisadel veut obtenir sa condamnation. Du fait que les droits des enfants ont été violés, la Lisadel veut voir ses pasteurs être condamnés d'abord, ensuite déchus de sa qualité du ministre de Dieu et enfin son église primitive fermée. La Lisadel veut que la jeunesse congolaise puisse avoir des bonnes mœurs. On ne peut pas enseigner dans une église en République démocratique du Congo qu'il faut consommer les rapports sexuels avec les enfants âgés de moins de 18 ans. On ne peut pas enseigner dans une église en République démocratique du Congo qu'il faut se marier à plusieurs femmes. La polygamie, ce sont des pratiques interdites par la loi en République démocratique. Par ailleurs, les avocats de la défense affirment qu'il n'y a jamais eu de viol, soutenant que la prétendue victime est majeure et nie également toute notion de mariage forcé. Ils plaident pour l'acquittement de leurs clients. Le pasteur Kasambakana et ses co-accusés, entre autres son beau-père Mabiala Njouzi et un officier de l'état civil de la cité de Kinshasa au Congo central, connaîtront leur sort le 7 juin prochain, date à laquelle le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, siégeant en chambre foraine à la prison centrale de Makala, rendra son verdict. Santé encore dans ce journal, le monde entier célèbre chaque 28 mai de l'année la journée internationale de l'hygiène menstruelle. Elle vise à briser les tabous et à sensibiliser sur l'importance d'une bonne hygiène menstruelle chez les femmes et en particulier les adolescentes à travers le monde. Cette journée a été initiée par l'ONG allemande Wash United en 2014. Suivez. Cette initiative en faveur de l'hygiène menstruelle a reçu le soutien de plus de 270 partenaires qui se sont engagés à faire de bonnes pratiques d'hygiène menstruelle une de leurs propriétés dans le monde entier. Cette journée est à mettre en relation avec d'autres moments de sensibilisation à l'assainissement et à l'hygiène, tels que la journée mondiale des lavages de mains le 15 octobre ou encore la journée mondiale des toilettes le 19 novembre. Une mauvaise hygiène menstruelle peut affecter le taux de fécondité, les conséquences des infections spécifiques ainsi que les voies de transmission des maladies infectieuses restent cependant mal connues. L'occasion faisant le larron, l'ONU Femmes, en partenariat avec le caucus des jeunes femmes, leaders ont organisé en prélude de cette journée internationale un atelier à Kinshasa en vue de réfléchir sur cette question puisque plusieurs études démontrent qu'une femme sur 10 n'a pas accès aux produits appropriés pour l'hygiène menstruelle. L'hygiène menstruelle est un droit fondamental
pour toutes les femmes et les filles. Pourtant, aujourd'hui encore, une femme sur 10 dans le monde n'a pas accès à des produits d'hygiène menstruelle adéquats. Cela signifie que ces femmes et ces filles sont obligées de gérer leurs règles dans des conditions insalubres et humiliantes. La journée de l'hygiène menstruelle rend audible et visible la croissance d'un mouvement transnational qui favorise l'alphabétisation, l'autonomie du corps ainsi que l'égalité des sexes. Pour les partenaires dans le pays en développement, la journée n'est pas seulement l'occasion de sensibiliser, mais aussi de renforcer la responsabilité du gouvernement dans les questions d'hygiène. Pour les partenaires dans les pays en développement, la journée n'est pas seulement l'occasion de sensibiliser, mais aussi renforcer les responsabilités du gouvernement dans la question d'hygiène menstruelle. On parle Afrique à présent. Les Sud-Africains qui ont reçu une autorisation spéciale pour voter par anticipation ont voté lundi avant les élections principales de ce mercredi 29 mai 2024. De nombreux résidents se sont assis avec impatience dans leur maison de retraite pour déposer leur bulletin de vote spécial, évitant ainsi les longues files d'attente attendues le jour du vote. Le processus du vote spécial s'adresse aux électeurs inscrits qui ne peuvent pas se rendre au bureau de vote en raison de problèmes physiques tels qu'un handicap, une grossesse ou un âge avancé. Le personnel de la commission électorale indépendante a également rendu visite aux personnes âgées à leur domicile pour leur aider à exercer leur droit de vote et leur expliquer le processus. Les élections en Afrique du Sud détermineront à quel point le pays est devenu l'as du parti au pouvoir. Le Congrès national africain au pouvoir depuis la fin de l'apartheid de la minorité blanche il y a 30 ans. Le principal jour d'élection aura lieu ce mercredi 29 mai 2024 et les électeurs voteront dans les 9 provinces. La commission décidera de la composition des législatures nationales et provinciales. Les résultats sont attendus dans quelques jours. Signalons que près de 28 millions d'habitants sur une population de 62 millions d'habitants sont inscrits sur les listes électorales alors que ce n'est que la 7e élection nationale entièrement démocratique organisée dans les pays depuis le démantèlement de l'apartheid. Et pour terminer, le chef militaire du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, restera en fonction pendant 5 années supplémentaires à compter du 2 juillet 2024. Cette mesure intervient après la signature d'une nouvelle charte à l'issue des travaux des Assises nationales qui ont pris fin le samedi dernier dans la soirée. Images et commentaires. Le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, s'est vu attribuer les titres de président du Faso et des chefs suprêmes des armées, selon la synthèse du document livré par le président du comité d'organisation, les colonels Moussa Diallo. Des représentants de la société civile, des forces de sécurité et de défense et des législateurs de l'Assemblée de transition ont participé aux discussions à Ouagadougou, mais la plupart de partis politiques ont boycotté l'événement. Ces partis politiques ont justifié leur boycott par la suspension des activités de partis politiques depuis le 30 septembre 2022, date de la prise de pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. Le Burkina Faso fait partie d'une liste de pays de plus en plus longue de pays d'Afrique de l'Ouest où les militaires ont pris le pouvoir, accusant le gouvernement élu de ne pas avoir tenu leurs promesses. La junte s'était fixée pour objectif d'organiser des élections pour que le pays retrouve un régime démocratique d'ici juillet 2024. Je rappelle les principaux titres de ce journal. À la une de ce journal, 6 morts et plusieurs blessés graves, tel est le bilan provisoire d'un grave accident de circulation survenu en la province du Sud Kivu, dans le territoire de Kabaré. Un camion des FARDC avec à son bord des militaires et leurs épouses ainsi que des élèves s'est renversé, causant plusieurs dégâts. Le gouvernement souminois, tant attendu par les Congolais, doit faire face à plusieurs priorités qui l'attendent, entre autres la dépréciation du franc congolais qui impacte négativement sur le pouvoir d'achat. Les Congolais fondent leur espoir sur ce gouvernement pour l'amélioration de la situation socio-économique. Et puis les Sud-Africains sont appelés aux urnes ce mercredi 29 mai pour les élections législatives
De plus en plus contesté, le Congrès national africain qui dirige le pays depuis 1994 pourrait perdre sa majorité à l'Assemblée nationale pour la première fois depuis la fin de l'apartheid. Et merci d'avoir suivi ce journal, mesdames et messieurs. On se retrouve prochainement.